Merci beaucoup. Et avant tout, donc, merci à Cécile et à toutes les organisatrices de ce colloque vraiment très... Comment on dit, c'est stimulant. Dans les colloques, on a toujours un certain nombre de mots un peu comme ça qu'on utilise et qui sont creux. Mais alors, je pense que c'est une des premières fois dans ma carrière d'enseignante-chercheuse que je suis vraiment convaincue de ça. Et donc, merci aussi aux participants et aux participantes. Et c'est pas fini, je pense. Donc moi, je suis enseignante-chercheuse à l'université Sorbonne Paris-Nord. Pour être plus clair, ça s'appelait avant Paris 13, et pour être encore plus clair, c'est une université de Villetaneuse, pour pas mentir en fait encore sur les étiquettes qu'on donne aux universités françaises maintenant, puisque tout le monde s'appelle Sorbonne à Paris. Donc voilà, je travaille à Villetaneuse. Où j'enseigne la littérature pour la jeunesse, et mes recherches portent également depuis une vingtaine d'années sur ce domaine. Alors, ma communication de ce matin s'inscrit en fait dans une réflexion plus générale qui m'intéresse depuis quelques années, à savoir l'enfance dans la littérature de jeunesse. Alors, ça pourrait sembler une évidence, en fait, mais en fait, pas du tout, je pense, puisque... en tout cas, de mon point de vue, c'est-à-dire d'universitaire, il me semble que l'étude de la littérature pour la jeunesse s'est construite sur l'analyse des textes, des images, des discours, mais avec des outils qui sont empruntés aux études littéraires, historiques, mais dans un processus vraiment de légitimation. Et si la littérature de jeunesse a, à mon avis, c'est un peu mon hypothèse, trouvé sa place dans le champ universitaire, ce n'était pas forcément le cas il y a 20 ans, mais je pense que maintenant c'est le cas. Bon, ça, il faut toujours le redire, mais quand même, c'est le cas. Cette légitimation, à mon avis, elle est en grande partie acquise. Mais il me semble, et c'est vraiment mon hypothèse, que cette légitimation, elle a pu se faire, finalement, au détriment d'une réflexion vraiment approfondie sur l'enfance qui, paradoxalement, pour cet objet d'étude, a été mise de côté. Et en effet, à part peut-être dans les études de réception, et encore, est-ce que les études de réception sont enfantistes ? Ça, c'est encore une très vaste question. Hein. Mais à part peut-être là, les enfants, les adolescents, les jeunes sont finalement assez peu pris en compte par les chercheurs et les chercheuses en littérature de jeunesse. Donc ce qui m'intéresse depuis quelques temps, c'est d'essayer d'aller voir du côté d'autres disciplines que la littérature, donc du côté plutôt des sciences sociales et du côté de l'enfantisme en particulier, pour essayer de mieux penser l'enfance, les enfants, les jeunes, dans les livres qui leur sont destinés. Et en effet, la littérature pour la jeunesse, alors on se demande toujours qu'est-ce que c'est, comment est-ce qu'on la définit, là encore, je n'ai pas le temps en 25 minutes, mais ce qu'on peut dire dans ces points en fait, de définition, c'est qu'elle est fondée sur une articulation fondamentale depuis ses origines entre apprentissage et divertissement, ça c'est clair, et ce qui est aussi très clair, c'est que fondamentalement, elle est asymétrique, c'est-à-dire qu'elle est écrite, conçue, diffusée, prescrite, en général achetée par des adultes pour des enfants, pour des jeunes. Et ces deux caractéristiques fondamentales conduisent, à mon avis, évidemment, à des processus de domination qui sont quasiment jamais pris en compte dans les recherches. Et c'est, voilà, moi je remercie encore une fois les organisatrices de ce colloque parce que ça me donne l'occasion vraiment d'explorer une forme possible de cette domination à travers la misopédie et les personnages qui l'incarnent dans la littérature pour la jeunesse. Alors, je ne vais pas parler que de choses contemporaines. Vous voyez déjà, il y a une image un peu ancienne. Je vais parler de choses aussi du 19e siècle, mais en fait, je les ai choisies parce qu'elles existent toujours dans l'offre éditoriale actuellement. C'est-à-dire que je ne vais pas vous parler de livres qu'on aurait pu complètement oublier du 19e siècle. Je vais parler de classiques parce qu'ils sont toujours là. Donc, pour moi, ils peuvent entrer dans le champ du contemporain puisqu'en fait, ils sont dans les bibliothèques, ils sont dans les librairies, ils sont dans les familles. Alors... Ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir comment la littérature pour la jeunesse, en fait, fabrique des figures qui renseignent sur des conceptions de l'enfance, sur des relations entre enfants et adultes, et participe aussi de ces constructions, donc à l'intersection entre l'imaginaire, la représentation, la rhétorique et la modélisation, évidemment. Alors, on pourrait penser peut-être dans un premier temps que la misopédie, elle est très présente dans les livres pour enfants, dans la mesure où le héros, l'héroïne, qui est souvent un enfant,
doit faire face à plusieurs méchants, pour aller vite. Mais ça sera mon premier point, en fait, c'est se demander si le personnage du méchant, est-ce qu'il est toujours une figure de la misopédie, est-ce qu'il est toujours misopède? Pas forcément. Et à l'inverse, est-ce que le personnage misopède est toujours dans la catégorie des méchants? Ça, c'est encore moins sûr. Alors, une fois que j'aurai essayé d'établir cette distinction, je voudrais voir un petit peu quels sont ces personnages misopèdes et quelles sont leurs caractéristiques. Voilà, c'est-à-dire des personnages qui s'en prennent aux enfants parce qu'ils sont des enfants, et qu'est-ce que c'est que cette violence, qu'est-ce qu'elle implique, et en quelle mesure elle va aussi toucher les lecteurs dans leur identité, finalement, par ces phénomènes d'identification sur lesquels repose aussi en général la littérature pour la jeunesse. Et puis finalement, en fait, qu'est-ce qu'elle nous dit en fait de ces rapports de domination entre adultes, parce que les personnages misopèdes vont permettre de construire finalement une vision des enfants comme des êtres fragiles, comme des victimes. Donc là, on voit vraiment la construction. Hein. Si on se demande si c'est une construction sociale, il suffit d'aller voir dans la littérature, parce que là, c'est que de la construction, la littérature, donc ça, c'est facile. Donc, si c'est des visions des enfants comme des êtres fragiles qui donc est nécessaire de protéger, mais cette protection, évidemment, elle entre aussi dans un rapport de domination. Et en fait, est-ce que dans la littérature, l'enfant peut échapper tout seul au personnage misopède? Pas forcément. Et du coup, au contraire, la mise en scène de la misopédie, c'est donc pas seulement dénoncer des violences, mais créer peut-être aussi un prétexte à une autre domination adultiste, ou peut-être, soyons un peu plus positifs, peut-être le support d'une perspective plus enfantiste sur la littérature pour la jeunesse. Alors, la première distinction que je vais faire, je vais essayer d'interroger le méchant et la misopédie. Comme le rappelle Vincent Jouve dans un numéro récent de la Revue des livres pour enfants, publié l'année dernière, le méchant est indispensable dans une histoire pour enfants. Il est indispensable au déclenchement de l'histoire, selon la logique de perturbation, etc. Et il joue un rôle essentiel dans la dynamique d'une histoire. Grosso modo, une enquête policière résolue au bout de quelques pages, une traversée du Pacifique en 10 lignes, voilà, c'est pas intéressant. Et donc, il faut qu'il y ait des méchants. Alors, le méchant, il s'oppose au héros ou à l'héroïne, qui est généralement un enfant, mais cet antagonisme ou cette haine n'est pas nécessairement lié au fait que, justement, ce héros, cette héroïne, est un jeune ou un enfant. Par exemple, Voldemort, je prends des méchants hyper connus. Hein. Donc Voldemort, il veut détruire Harry Potter, alors, qui est effectivement un jeune, mais parce qu'il sait que c'est une personne qui le menace et qui va le conduire à sa perte. En fait, Voldemort, il détruit plein d'autres personnes que Harry Potter. Voilà, il détruit toute personne qui s'oppose à lui, que ce soit un adulte, un enfant, une femme, un homme, un humain, un non-humain, il détruit tout le monde en fait. Et le méchant, il peut aussi susciter une forme de sympathie, voire d'identification. Il y a beaucoup voilà, il y a une forme d'attirance en fait qui n'est pas vraiment paradoxale. Hein, le méchant incarne d'autres types de désirs, donc il y a l'identification au méchant. Bon, alors je prends un méchant très connu aussi. C'est le Capitaine Crochet. Alors, ce qui est intéressant aussi quand c'est des classiques, c'est d'aller lire ou relire les textes, parce qu'on se dit Capitaine Crochet, Disney, etc. Mais enfin non. Alors, ce qui m'intéresse, c'est les passages que j'ai soulignés, à savoir la façon très positive qu'a la narration de présenter ce personnage du Capitaine Crochet. Donc, c'est pas qu'un personnage négatif. Voilà, j'aurais pas, je pense, le temps de lire tous les extraits que je vais vous mettre, mais juste ce que j'ai souligné. Donc, on voit que il le compare à un joyau. Vraiment, c'est le méchant par excellence, mais il a une noble physionomie et surtout, j'aime bien, c'est un bon conteur. Ça, c'est intéressant par rapport à la place de l'auteur en fait, à l'intérieur du texte. Et puis, alors évidemment, il aime pas beaucoup, c'est le méchant par rapport aux enfants et à Peter Pan, mais en fait, il est méchant avec tout le monde, pas qu'avec les enfants. Donc, pour illustrer les méthodes, par exemple, la première fois qu'on le voit, il va tuer un pirate. Donc, il y a un pirate qui passe, il fait l'affaire, hop, voilà, et en 2 temps, 3 mouvements, il a tué un pirate. Donc une sorte je prends le Capitaine Crochet comme un méchant un peu exemplaire, mais le méchant aussi, sa méchanceté peut aussi disparaître, notamment quand il regarde en fait l'enfant et le personnage de l'enfant, à savoir Peter Pan. En fait, c'est ça qui est assez troublant. Donc c'est pas forcément une figure évidente de la misopédie. Lorsqu'il contemple même Peter Pan endormi,
Il le trouve sans défense et en fait, il se demande s'il n'y a pas même de la pitié. L'homme n'était pas entièrement mauvais, il aimait les fleurs, on me l'a assuré, et la musique légère, il ne se défendait pas mal au clavecin. Et pour être sincère, le caractère idyllique de la scène le remua profondément. S'il avait écouté la voix de son meilleur moi, il serait remonté. Bon voilà, mais en fait, il va avoir une ironie dans le sourire de Peter Pan et paf. Et voilà. Bon, un autre exemple que j'aurais pu vous donner, c'est l'exemple de Mangefeu dans Pinocchio. Je ne sais pas si vous vous rappelez, Pinocchio va assez vite donc quitter. Il y a plein de choses à dire sur Pinocchio. Je pense que Pinocchio et la misopédie, c'est un sujet de thèse, à mon avis. Mais donc, j'en parlerai un peu, mais il y a un personnage qui s'appelle Mangefeu, c'est le montreur de marionnettes qui attrape Pinocchio et qui veut le brûler pour faire rôtir son mouton. Et en fait, il suffit que Pinocchio dise « Ah, mais mon pauvre papa, pensez à moi, puis moi ». Et puis, il se laisse attendrir, il pleure et ils finissent par tous faire la fête, tous ensemble. Donc, il y a une sorte de réversibilité possible du méchant. Et dans la production contemporaine, on va en trouver pas mal. Il y a toute une production contemporaine qui va revisiter des personnages de méchants. Alors, par exemple, j'en prends un au hasard parce que je voulais prendre un personnage féminin qui était Méduse, où il y a, l'idée, c'est de changer de perspective et c'est pas le monstre dangereux et destructeur, mais réécrire le mythe, notamment sous une perspective féministe, par exemple. Donc, le méchant n'est pas nécessairement une figure de la misopédie. Et un dernier exemple pour cette distinction. Un auteur dont je vais forcément un peu parler aujourd'hui, ce qui est Claude Ponty. Donc dans un album un peu ancien peut-être maintenant, mais Petroni et ses 120 petits, il y a plusieurs méchants entre guillemets. Donc le premier c'est Cafouillon. Bon, je ne vais pas raconter. Si vous ne connaissez pas Petroni et ses 120 petits, il faut aller lire parce que c'est super. Sur les mères avec la maman de toutes les mamans, sur la séparation, ce qu'on vient de dire, il y a plein de choses aussi. Alors, donc en fait, il y a un premier personnage qui est Cafouillon qui va s'en prendre à Petroni parce qu'il la prend pour une souris verte. Et il la donne à ces messieurs, etc. Donc lui, avant tout, il est bête et méchant. Il fait comme dans la comptine. Mais il y a un autre personnage qui est beaucoup plus inquiétant. Donc je dirais Cafouillon, c'est juste un méchant. Mais il y a le Sagoinfre. Et le Sagoinfre, c'est lui qui a enlevé les 120 petits de Petroni. Et lui, c'est vraiment le méchant misopède parce qu'il enlève les enfants parce qu'ils sont les enfants et il les plonge dans du chocolat fondu avant de les manger. Voilà. Donc, c'est les parents qui vont réussir à combattre cette figure. Donc, il me semble que le personnage de misopède est une figure assez particulière de la méchanceté dans la littérature jeunesse. La misopédie peut aussi se dissimuler dans des personnages qui n'ont pas du tout l'air méchants. Et là, c'est encore, je vais revenir à Pinocchio de Carlo Collodi, avec l'exemple d'un personnage qui d'ailleurs n'a pas de nom, donc ça renforce le côté très inquiétant de ce personnage. C'est le personnage le cocher en fait, qui va attraper les enfants, enfin qui les attrape pas justement, qui séduit les enfants. Pour les conduire au pays des jouets, donc un pays qui n'est pas imaginaire, un pays de cocagne. Les enfants attendent, donc c'est les enfants qui ne veulent pas aller à l'école, donc là vraiment sur la répression. En plus, c'est vraiment encore pire parce que c'est tellement séduisant. Il existe en fait, voilà, et ce pays il est génial. Sauf que d'un moment il y a des oreilles qui poussent aux enfants voilà. Et ce personnage il n'est pas effrayant comme Mangefeu qui a une énorme barbe noire, etc. Lui c'est un tendre et onctueux comme une motte de beurre avec un visage rosé de petites pommes, une petite bouche qui riait toujours et une voix fluette et caressante comme celle d'un chat qui se recommande au cœur de sa maîtresse de maison. Dès qu'il l'apercevait, tous les enfants en tombaient amoureux et se battaient pour monter dans sa voiture, se faire conduire par lui dans ce véritable pays de cocagne, connu sur toutes les cartes de géographie sous le nom séduisant de pays des jouets. Et personnage qu'on va retrouver quelques chapitres plus loin, en fait, avec sa physionomie toute de lait et de miel. C'est une sorte de réactivation de la figure du joueur de flûte de Hamelin dans les contes de Grimm, qui séduit les enfants, qui s'en prend aux enfants parce que sont des enfants, dans leur une forme de crédulité supposée, et surtout d'échapper à l'école et au monde des adultes. On peut, mais en fait, on va se transformer en âne de façon irréversible, sauf pour Pinocchio, parce qu'il n'est pas un vrai petit garçon, et jusqu'à la mort, puisque ces ânes sont réduits en esclavage, ils sont maltraités, mutilés, enfin c'est vraiment atroce, c'est extrêmement violent. Faut pas penser que la littérature jeunesse c'est pas violent, c'est hyper violent en fait. Voilà.
Donc, voilà un petit peu déjà pour une première distinction, à savoir que le méchant n'est pas toujours forcément misopède, mais le personnage misopède n'est pas toujours forcément méchant en apparence. Et on pourrait même se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas même des personnages positifs qui pourraient être misopèdes? Je vais revenir aussi sur cette question juste après. Donc voyons un petit peu à quoi ressemble. Alors évidemment, il faut que je parle de la comtesse de Ségur. Alors, même si c'est, là je vous disais, ça date du 19e siècle, mais c'est toujours édité, d'accord? Donc, moi, je le considère comme faisant partie de l'offre éditoriale contemporaine, à défaut d'être de la création. Alors, donc, le méchant, en fait, peut-être que le personnage misopède, c'est celui qui va mettre à l'épreuve le processus d'identification possible avec le méchant. Quand on pense donc aux formes de la misopédie dans la littérature jeunesse, ces premières formes, ça va être celle de la violence faite aux enfants parce qu'ils sont des enfants, et la maltraitance. Alors on peut penser aux coups qui pleuvent sur le pauvre Oliver Twist, par exemple, chez Dickens, qui était... Alors, c'est pas forcément édité maintenant pour enfants, où il y a des versions raccourcies, mais c'est bien présent dans l'édition jeunesse. Et pas que Oliver Twist, en fait, tous les mauvais traitements qui sont subis par ces enfants. Alors eux, ils sont dans la catégorie enfants, vous disiez catégorie, ils sont encore plus parce que ce sont les enfants de l'asile, on dit, donc des enfants orphelins qui sont confiés à l'institution, qui sont battus, affamés, torturés, qui en meurent. Enfin là encore, c'est hyper violent. Dans la maltraitance, il y a une autre figure qui vous vient aussi peut-être à l'esprit, c'est celle de Poil de Carotte. Même si on pourrait se dire, est-ce que c'est parce qu'il est un enfant? Enfin, c'est un enfant en particulier. Ce qui est encore pire, je dirais, chez Poil de Carotte, c'est que sa mère s'en prend à 7 enfants et pas à tous les enfants, puisqu'il y a une différence entre son frère, sa sœur et lui, et c'est sans doute peut-être encore plus cruel. Mais alors, une des figures qu'on connaît sans doute, c'est la célèbre Madame Fichini, donc la belle-mère de Sophie dans la trilogie de Fleurville de la comtesse de Ségur. Qu'on va voir après comme image que j'avais mise tout à l'heure. Donc, je vais citer, il y a évidemment plein de passages, et je reviendrai sur ce personnage aussi, sur ses implications. Donc, au chapitre 8 des Petites filles modèles, Sophie manque de se noyer dans la mare. Donc, il faut remettre le contexte. En fait, elle vient de tomber dans la mare, elle a failli se noyer, vraiment, complètement. On l'a sauvée, on lui a sauvé la vie vraiment de justesse. Et la première réaction, donc Sophie est orpheline, elle a une belle-mère, Madame Fichini. Et la réaction, donc, ça va être de sa belle-mère, c'est « Qu'est-ce que j'apprends, mademoiselle? Donc, vous avez sali, perdu votre jolie robe en vous laissant sottement tomber dans la mare. » Et en fait, ce qui est assez frappant dans ce personnage, c'est avant que personne n'eût le temps de s'y poser, elle tira de dessous son châle une forte verge, c'est-à-dire qu'elle l'a toujours sur elle, s'élança sur Sophie, la fouetta à bras redoublés, malgré les cris de la pauvre petite, les pleurs et les supplications de Camille et de Madeleine, et les remontrances de Madame de Fleurville et d'Élisa, c'est la bonne, indignées de tant de sévérité. Elle ne cessa de frapper que lorsque la verge se brisa entre ses mains, alors elle en jeta les morceaux et sortit, j'ai fait une coquille, de la chambre. Madame de Fleurville la suivit pour lui exprimer son mécontentement d'une punition aussi injuste que barbare, etc. Et en fait, Madame Fichini lui dit « C'est le seul moyen d'élever les enfants, le fouet est le meilleur des maîtres, moi je n'en connais pas d'autres. » Et elle s'en prend pas seulement à Sophie, alors il y a des illustrations de Bertal qui sont assez connues. Et en fait, Madame Fichini, un petit peu plus tard, va se moquer en fait de Madame de Fleurville, de sa soi-disant éducation plus positive. Je vais revenir dessus tout de suite. Puisque, on pourrait dire, Madame de Ségur, la Sophie de Ségur, elle montre des choses horribles pour prendre conscience que ça ne va pas. Mais c'est pas si simple. Alors, en fait, Madame Fichini va se moquer aussi en disant, regardez, en fait, Camille ne veut pas avouer qu'elle a mangé les poires. C'est comme Sophie, fouettez-la, madame, elle avouera. Et elle est même sur le point de battre la petite Marguerite, qui a 4 ans, qui vient de lui dire « Nous, on aime nos mamans parce qu'elles sont d'excellentes mamans, et si elles étaient méchantes, nous ne les aimerions pas. » Et elle devient rouge de colère. Donc, en fait, on a chez la comtesse de Ségur cette figure de la mauvaise mère qui est vraiment récurrente, qui est presque obsessionnelle, en fait, l'autre qui travaille. Alors, c'est pas si simple, en fait, comme je vais vous montrer, parce que Madame de Fleurville, qui pourrait être l'éducation, on va dire, plus positive,
Ben, c'est pas si simple que ça. Parce que, en écoutant Pierre-André Coutan hier, tout d'un coup, ça m'est revenu, alors que c'est des textes que je connais par cœur, mais tout d'un coup, je me dis, mais en fait, il y a un cas dans les petites filles modèles de time-out complètement évident, puisque Madame de Fleurville, qui va avoir en charge après l'éducation de Sophie, donc Sophie, elle est orpheline, après elle passe à une belle-mère, après sa belle-mère l'abandonne, donc elle passe à Madame de Fleurville, puis après, elle change de parents tout le temps. Voilà. Et en fait, Madame de Fleurville, qui représente la bonne mère par excellence, voilà ce qu'elle fait lorsque Sophie est prise d'une de ses colères, comme on dit. Elle va, en fait, offre un exemple vraiment spectaculaire de ce time-out parce qu'elle l'enferme dans un cabinet. Donc, j'ai pas le temps de lire tout le texte que vous avez ici, donc qu'elle appelle le cabinet de pénitence. Alors je suis allée relire le texte hier soir, et en fait c'est vraiment ce qu'on disait hier, c'est-à-dire que face au châtiment corporel, mais là on est en 1858, quoi, dans un livre pour enfants, face au châtiment corporel, on présente une autre forme d'éducation qui fonctionne, puisque Sophie va devenir tout à fait sage, et pas que pour Sophie, parce qu'en fait dans la même scène, elle se dispute avec Marguerite, et la mère de Marguerite fait la même chose, c'est-à-dire que vraiment les bonnes mamans, elles enferment leurs enfants, leur petite fille en plus là, il faut aller, on mange pas, on va pas revoir ses amis, et voilà, faut se calmer. Puis là il y a plus la dimension de punition puisqu'elle doit demander pardon au bon Dieu. Voilà, donc c'est pas si simple ces questions de la mauvaise mère. Alors, je vais passer un petit peu vite sur un roman qui est peut-être un petit peu moins célèbre chez la comtesse de Ségur, qui est François le Bossu, où là, il y a même deux figures maternelles. Il y a la mauvaise mère, puis il y a la mauvaise bonne, si j'ose dire, donc la femme qui est en charge de la petite Christine des Ormes. Alors, la mère, elle est complètement indifférente. J'ai mis un petit peu cette citation parce que ça ressemble à Encore poil de carotte que j'ai cité, puisque la petite fille, à un moment, elle veut changer de papa, en fait. Elle lui dit, vous voudrait aller chez monsieur de Nancy. Et il dit, mais c'est pas possible, tu as un père et une mère, et quel dommage. Bon. Voilà. Et en fait, il y a un motif obsédant qui est la bonne, parce que la petite fille n'est pas battue par sa mère, mais elle est battue par sa bonne. Et à la fin du roman, quand tout le monde s'est marié, vous connaissez peut-être les fins de la comtesse de Ségur, où ça va à toute vitesse, tout le monde se marie, et tout va bien. À la fin, le personnage qu'on a complètement oublié, c'est cette bonne qui avait été chassée. Elle revient, et en fait, on dit qu'elle est allée dans une autre famille, où elle a aussi battu des petites filles, mais on l'a attrapée et on la bat, et donc en l'obligeant à rester. Donc, une espèce de truc complètement sadique, où finalement, elle continue à battre les enfants, puis elle est battue, etc. Et en fait, cette espèce de spirale de la violence, elle est aussi présente avec Madame Fichini, parce qu'on oublie souvent qu'en fait, dans les vacances, à un moment, Sophie va avoir un moment de remémoration complètement incompréhensible, et elle va se rappeler que Madame Fichini, sa belle-mère, avait commencé à la battre une fois, son père l'avait surprise, il a battu sa femme de façon hyper violente, et face à cette violence, la femme a répondu « Eh bien, tous les coups que vous m'avez donnés, je vais les rendre à votre fille. » Le père meurt dans la nuit, paf, et hop, voilà. Donc, il y a vraiment ce qui était dit sur violence faite aux femmes, violence aux enfants, cette correspondance qui est complètement évidente. Mais, alors, parce que j'ai que 5 minutes, bon. La palme de la misopédie, alors je ne vais pas lire tous les textes, mais quand même, j'ai essayé de trouver le personnage le plus misopède que je trouvais, et en fait, j'en ai trouvé un. Il y en a plein, mais celui-là, c'est vraiment... Alors, c'est pas une mère, mais c'est une directrice d'école. Donc là encore, une autre institution, évidemment. C'est pas un hasard. Et c'est donc la directrice, c'est Mademoiselle Le Gourdin dans Mathilda de Roald Dahl, qui n'arrête pas d'exprimer son dégoût, vraiment, devant les enfants, qu'elle compare en général à des insectes répugnants, des limaces, des cancrelats, etc., ou des déchets. Voilà. Ça la fait vomir. Elle s'en prend, donc il y a des violences physiques aussi. Alors c'est toujours sur le mode de l'exagération et du ridicule, mais c'est hyper violent aussi en fait. Hein. C'est pas si drôle que ça. Elle attrape les enfants par les oreilles, elle les balance, etc. Je vais aller plus vite. Donc elle dit que c'est répugnant et qu'elle rêve en fait de mettre un aérosol géant dans la classe et de mettre des énormes bandes de papier tue-mouche. Et en fait, ce qu'elle voudrait, c'est créer une école où il y aurait plus d'enfants. Et elle dit, un jour, ce serait une grande réussite, c'est l'invention parfaite, ce serait l'école où il n'y aurait pas du tout d'enfants. Donc ça, c'est vraiment très bien. Donc ça, c'est un peu le comble de la misopédie.
Et donc, ce qui m'intéresse pour voir, c'est un petit peu de voir, pour terminer, est-ce que c'est un support d'un discours adultiste ou c'est la prise de conscience enfantiste? Alors, il faut expliquer, dans le roman, la question de la survie qui a été évoquée précédemment, elle est aussi présente en fait dans Mathilda, par exemple, parce que mais comment est-ce qu'on... Alors déjà, comment c'est possible, finalement? Comment c'est possible qu'il y ait une telle violence? Pourquoi les parents ne disent rien? Et en fait, c'est Mathilda qui dit... voilà, là je mets à la fin, c'est le grand secret de Le Gourdin. Elle explique à sa camarade, je pourrais vous remettre après. Elle dit, en fait, le secret, et c'est peut-être le secret de la misopédie, c'est qu'il ne faut pas faire les choses à moitié. Elle met le paquet, parce qu'en fait, personne ne va les croire. Et en fait, il y a tout le temps, chez Christine Desormes, dans François le Bossu, dans Mathilda, il y a toujours cette question qu'on ne va pas croire les enfants, en fait. Et chose qu'on va retrouver après dans des productions plus contemporaines sur les violences, notamment les violences sexuelles faites aux enfants. Ça, on ne va pas les croire. Et en fait, la seule stratégie possible, c'est une forme donc, de solidarité entre enfants, où surtout, c'est dire il faut avoir de bons réflexes, dit Mathilda. Faut être... voilà. Alors... qu'est-ce que ça dit aussi? Cette misopédie, elle révèle en fait la défaillance des adultes derrière tout ça, parce que les adultes ne croient pas aux enfants, et donc tout ça c'est possible. Et cette domination adultiste, elle rend impossible le dialogue entre enfants et adultes, et c'est vraiment un mécanisme qu'on va retrouver dans un certain nombre de récits plus récents qui mettent en scène des violences sexuelles faites à des jeunes, par exemple La porte de la salle de bain de Sandrine Beau, où là c'est vraiment une question de harcèlement sexuel puis d'agression qui viennent du compagnon de la mère face à cette jeune adolescente. Et à la fin du récit, c'est la parole qui va libérer et mettre fin à un terme au calvaire. Tout est construit sur l'impossibilité de parler, qu'on va retrouver aussi dans un roman qui a beaucoup fait parler, Les longueurs de Claire Castillon, vraiment sur la pédocriminalité qui est montrée de façon extrêmement directe, et ce système d'emprise qui repose sur un silence en fait, de l'enfant. Et la longueur, dans ces longueurs du récit, c'est aussi le temps long, parce que c'est une jeune fille qui, entre ses 9 ans et ses 13 ans, est violée par son entraîneur, et se dire que le temps est long pour dire, pour dénoncer et pour être cru. Alors, est-ce que l'enfant peut l'emporter sur la misopédie? Je ne sais pas, il doit me rester 1 minute, c'est ça? Donc voilà, donc oui. Alors, il y en a un qui quand même essaie de nous dire que les enfants vont pouvoir l'emporter, c'est Claude Ponty, dont vous connaissez sans doute les positions assez récentes, où il a expliqué les violences et l'inceste qu'il a subi quand il était enfant, ce qui amène à relire complètement différemment ces livres, ou à les concevoir un peu différemment. Donc, je l'ai déjà cité tout à l'heure, mais dans l'album Mon Amour, donc ça s'écrit comme ça, en fait, ça s'ouvre sur un accident de voiture avec la petite Isée, qui est en voiture, que vous ne connaissez pas, peut-être dans d'autres, l'aventure d'Isée par exemple, et ses parents s'envolent et ils montent si haut dans le ciel qu'ils disparaissent, et Isée dit ils doivent être morts, ils sont si hauts qu'ils doivent être morts. Alors elle se construit une cabane en toute sécurité, donc au début ça va bien, et puis voilà qu'arrive Torlemo, qui n'a pas forcément conscience d'être un méchant d'ailleurs, comme tout à l'heure, et il veut jouer à la balloune. Et en fait il joue à la balloune, et Isée sort de ses jeux, toujours tournebouliglinguée. Et elle, donc non seulement elle est tournebouliglinguée, et en plus elle doit lui préparer un gâteau tous les soirs. Voilà, de plus en plus énorme, et cette langue très effrayante là. Et en fait, il y a une étoile et qui est échappée de sa douleur. Vous voyez, peut-être elle sort, là, la petite étoile est échappée de sa douleur, qui va essayer de parler et d'être entendue. Et l'étoile échappée de sa douleur va finir par lui dire « Il te dit qu'il t'aime, mais il te veut du mal ». Et faire prendre conscience que ce qu'elle a sur le corps, ce ne sont pas des marques de plaisir, mais des marques de douleur. Cela s'appelle des bleus. Et à partir de ce moment-là, donc c'est la petite Isée qui va lui dire, elle va dire Isée est fâchée. Elle dit à Torlemo, je ne veux plus jouer avec toi, je ne suis pas une balloune, etc. Je m'appelle Isée, je te tue dans ma vie, je te tue dans mes souvenirs, je te tue dans ton avenir, je te chasse d'eau, je te poubelle, je te hais, je te couche culotte pleine. Meurs, menteur, pourri, tords tes mots toi-même, t'adosse et tiens. Voilà. Donc, elle arrive à s'en sortir elle-même. Donc, je terminerai juste peut-être sur cette perspective qui est un petit peu plus positive par rapport à tout ce que je veux dire, pour dire qu'il y a aussi de la place encore sur la création, la littérature jeunesse et pour la réflexion. Merci beaucoup.